bienvenue à toutes et à tous dans Next Podcast. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les bases de la comptabilité. C'est un peu comme, vous savez, apprendre les règles de conduite avant de prendre le volant dans le monde des affaires. Si vous avez un carnet, un stylo, là où vous êtes assis, prenez-les, ça peut toujours servir pour noter une idée importante. Notre objectif aujourd'hui, il est simple, on va essayer de comprendre ensemble les 7 principes comptables fondamentaux. Au Maroc, ce sont vraiment les règles d'or pour que les infos financières donnent ce qu'on appelle une image fidèle. Mais attendez une minute. Image fidèle, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et pourquoi ces 7 principes sont si importants? On entend ça partout, mais bon. Bonjour. Et oui, c'est une très bonne question pour démarrer. L'image fidèle, on peut dire que c'est le but numéro 1 en compta. Imaginez les comptes d'une entreprise comme une photo, d'accord? Une photo? Voilà. Et cette photo, elle doit montrer la réalité économique, ce que l'entreprise a, ce qu'elle doit, si elle gagne de l'argent ou si elle en perd. Et tout ça de la manière la plus juste, la plus honnête possible, sans essayer de cacher des choses ou d'enjoliver la situation. Ces 7 principes, ce sont les gardiens de cette honnêteté, si vous voulez. Les piliers qui assurent que l'info est fiable, qu'elle est utile. Utile pour qui alors? Pour tout le monde. Les dirigeants, d'abord, pour piloter, mais aussi ceux qui veulent investir, les banques qui prêtent de l'argent, et même l'État pour les impôts. Sans ces règles communes, ce serait le chaos. Chacun ferait sa compta à sa sauce, impossible de comparer, impossible de faire confiance. Un vrai casse-tête, comme vous disiez. D'accord, je vois mieux. L'image fidèle, c'est la base de la confiance, le makoul, la promesse que les chiffres disent la vérité. C'est très clair. Alors, comment ces principes nous aident à tenir cette promesse? Commençons par le premier. J'ai entendu continuité d'exploitation. Ça sonne un peu comme si l'entreprise allait durer éternellement, non? Pas tout à fait éternel, non. Mais on part d'un principe raisonnable. La continuité d'exploitation, ça veut dire qu'on prépare les états financiers, les comptes, en supposant que l'entreprise va continuer à tourner normalement, dans un avenir qu'on peut prévoir, quoi. On n'imagine pas qu'elle va fermer demain ou réduire ses activités de moitié. Sauf bien sûr si on a des raisons sérieuses de le penser. Et pourquoi c'est important de partir de cette idée? Parce que ça change tout dans la façon d'évaluer certaines choses au bilan. Prenez un exemple simple. Vous organisez un long voyage en voiture, disons de Casa à Dakhla. Vous faites vos plans en partant du principe que la voiture va rouler, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Vous ne préparez pas tout en vous disant attention, elle va sûrement tomber en panne après Marrakech. Non, on suppose qu'elle continue. C'est pareil pour l'entreprise. C'est logique, oui. On planifie pour la durée du voyage de l'entreprise. Mais, et si justement il y a des nuages à l'horizon? Si on voit que le voyage risque de s'arrêter plus tôt que prévu, comment on gère ça en compta? Ah, très bonne remarque. Si cette continuité est vraiment menacée, par exemple, l'entreprise a de grosses difficultés financières, elle perd beaucoup d'argent, alors l'hypothèse de départ ne tient plus. Et là, attention, les règles d'évaluation peuvent changer. On ne va plus évaluer les biens en pensant qu'on va les utiliser longtemps, mais peut-être à leur valeur, si on devait les vendre vite, leur valeur de liquidation. Et surtout, cette situation doit être expliquée très clairement dans les notes qui accompagnent les comptes. La transparence avant tout, pour que l'image reste fidèle, même si les nouvelles sont moins bonnes. D'accord, donc on part du principe que ça continue, mais on reste vigilant et transparent si ça change. Très clair. Ça m'amène au deuxième principe, la permanence des méthodes. Si le premier principe suppose une stabilité, celui-là semble vouloir la renforcer, non? Garder les mêmes méthodes d'une année à l'autre. Mais est-ce qu'on ne risque pas de s'enfermer, vous savez, comme garder une vieille habitude alors qu'il y a mieux maintenant? L'innovation, adapter ses méthodes, c'est important aussi, non? Absolument. L'innovation, c'est le moteur. Mais en compta, la permanence des méthodes, c'est crucial pour une chose, pouvoir comparer. Comment savoir si l'entreprise s'améliore vraiment si on change les règles du jeu chaque année? Oui, la comparaison. Imaginez, vous suivez la croissance d'une plante chez vous. Si un mois vous mesurez en centimètres, le mois d'après en pouces puis avec une autre règle. Comment savoir si elle grandit bien? Impossible, ce serait faussé. Exactement. C'est pareil pour une entreprise. Si on change la façon d'évaluer les stocks, par exemple, une hausse du bénéfice pourrait juste venir de ce changement de calcul, pas d'une meilleure vente. Ceci dit, ce n'est pas une prison non plus. Si une nouvelle méthode comptable permet vraiment de donner une meilleure image fidèle, une photo plus juste, alors oui, un changement est possible. Mais attention, ce n'est pas anodin. Il faut bien le justifier, expliquer pourquoi on change et montrer l'impact sur les chiffres.
Ça se fait dans un document spécial, l'éthique, l'état des informations complémentaires. Ah, l'éthique, d'accord. Voilà. Donc, la règle, c'est la stabilité pour comparer. Mais on peut améliorer si c'est justifié et transparent. Je vois mieux l'équilibre. Comparabilité d'abord, mais pas au détriment d'une meilleure info si c'est bien expliqué. Ok. Alors passons au troisième, celui qui me chiffonne un peu, le coût historique. Enregistrer un bien à son prix d'achat. Franchement, ça paraît déconnecté, non? Regardez l'ordinateur sur lequel peut-être certains nous écoutent en ce moment. Le prix payé il y a 2 ou 3 ans, ça n'a plus rien à voir avec sa valeur aujourd'hui. Pourquoi garder ce vieux chiffre? C'est vrai que ça peut surprendre. Mais le coût historique a un avantage énorme. Il est objectif. C'est un fait. Le coût d'acquisition, le prix sur la facture, quand on a acheté l'ordinateur, la machine, le bâtiment ou le coût de production si on l'a fabriqué, c'est une donnée vérifiable. On a une preuve, un dalil. Un dalil, oui, une preuve. C'est une base solide, indiscutable. Comme l'étiquette de prix d'origine qu'on garderait. On sait combien ça a coûté au départ. Mais, et c'est un très grand mais, ça ne veut pas dire qu'on ignore ce qui se passe après. L'usure de votre ordinateur, son obsolescence, on en tient compte. Comment? Grâce aux amortissements. Les amortissements, ah oui. Chaque année, on réduit sa valeur dans les comptes pour montrer qu'il vieillit, qu'il perd de la valeur. C'est une charge calculée. Et si, en plus, sa valeur sur le marché baisse vraiment beaucoup, plus vite que prévu, on peut constater une provision pour dépréciation. Une provision, c'est quoi ça? C'est une autre correction de valeur pour tenir compte d'une baisse de valeur probable et importante. Donc vous voyez, le coût historique, c'est le point de départ, l'encre. Mais on ajuste pour rester connecté à la réalité. Réévaluer tous les biens à leur valeur actuelle, c'est possible, mais très encadré. C'est une exception. D'accord, je comprends mieux. Coût historique égale base vérifiable, amortissement et provision égale ajustement pour la réalité. Ce n'est pas si rigide finalement. Ça me rassure. Récapitulons ces 3 premiers points. Continuité, on suppose que ça continue. Permanence, on garde les mêmes règles pour comparer. Et coût historique, on part du prix d'achat vérifiable et on ajuste. C'est la fondation stable de notre maison comptable. Alors, allons plus loin avec le 4e point, la spécialisation des exercices. Si je comprends bien, on découpe le temps, la vie de l'entreprise, en tranches annuelles, les exercices. C'est exactement ça. La vie d'une entreprise, c'est long, on l'espère. Pour pouvoir analyser, on découpe en périodes. Généralement, l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, c'est l'exercice comptable. Et le principe de spécialisation, il demande une chose essentielle. Il faut rattacher chaque charge, chaque dépense et chaque produit, chaque revenu, à l'année qu'il concerne vraiment. Et attention, peu importe quand l'argent est payé ou reçu. C'est ça qui est crucial. Attendez, peu importe le paiement. Donnez-nous un exemple concret, peut-être pour un étudiant qui fait un petit boulot. Très bon exemple. Imaginez un étudiant qui fait une mission de traduction en décembre 2023. Il finit le travail, envoie sa facture en décembre. C'est un revenu de 2023. Même si le client le paie en janvier 2024? Exactement. Même si l'argent arrive sur son compte en janvier 2024, le revenu appartient à 2023, l'année où le travail a été fait, où la créance est née. Et inversement. Si l'entreprise reçoit sa facture d'électricité de décembre 2023, mais la paie seulement en janvier 2024, cette charge d'électricité appartient à l'exercice 2023. C'est la consommation de décembre qui compte. Ah, d'accord. C'est le moment où l'événement économique se produit. Précisément. C'est fondamental pour que le résultat de chaque année, produit moins charge, reflète l'activité de cette année-là. Sinon, ce serait trop facile de jouer avec les dates de paiement pour gonfler ou dégonfler le résultat. Pensez à un match de foot. On compte les buts dans la mi-temps où ils sont marqués, non? Pour savoir qui a gagné cette période. Oui, logique. On n'attend pas que le joueur touche sa prime 3 semaines plus tard pour dire que le but appartient à ce jour-là. Ça n'aurait aucun sens pour analyser le match. Là, c'est pareil. Compris. C'est le moment de l'action qui compte, pas le mouvement de l'argent. Ça donne une image juste de la performance de chaque année. Très clair. 5e principe maintenant. Il a un nom qui parle, la prudence. Est-ce que ça veut dire que les comptables sont des pessimistes nés, qu'ils voient toujours le danger partout? C'est une façon de voir les choses.